La docteure Isabelle Santos n'aurait jamais imaginé que sa vie, autrefois confinée à l'environnement stérile et contrôlée d'un hôpital, serait plongée dans le chaos de l'attention publique. L'événement tragique qui s'est déroulé devant elle un après-midi fatidique allait tout changer, non seulement pour elle, mais aussi pour les vies de plusieurs personnes liées par une série d'incidents apparemment sans rapport. En tant que chirurgienne renommée et professeure d'éthique médicale, Isabelle avait toujours gardé un détachement professionnel face aux turbulences émotionnelles de ces cas. Mais tout cela a changé lorsqu'elle s'est retrouvée témoin d'une tentative de suicide d'un jeune homme juste devant l'hôpital où elle travaillait. Il ne s'agissait pas d'un homme ordinaire, c'était Gabriel Alencar, une étoile montante du monde des affaires. Connu pour son esprit brillant et sa carrière impeccable. Sa chute, à la fois littérale et métaphorique, a ouvert une série de questions pour Isabelle, sur la vie, la mort, la responsabilité et l'essence même de ce que signifie guérir. Gabriel semblait l'intouchable, un homme au sommet de son art, avec un avenir enviable devant lui. Quelques semaines avant la tragédie, il avait reçu une offre d'emploi lucrative qui promettait de l'emmener encore plus haut. Mais derrière ce succès se cachait une tempête de pression et de doutes personnels que personne n'avait vu venir. Maintenant, alors qu'il se trouvait dans un état critique, entre la vie et la mort, le monde autour de lui commençait à s'effondrer. Les médias se sont empressés de dépeindre sa chute comme un symbole des enjeux élevés des histoires de réussite moderne, mais pour ceux qui le connaissaient, c'était beaucoup plus personnel. Ses collègues se demandaient s'il l'avait trop poussé, tandis que sa famille avait du mal à comprendre comment leur fils, dont il était si fier, avait pu cacher un tel trouble intérieur. En même temps, à l'autre bout de la ville, Elena Matarazzo, l'héritière de l'une des familles les plus prestigieuses du pays, recevait une nouvelle qui allait bouleverser son monde soigneusement construit. Pendant des années, elle avait été l'image du privilège, naviguant sans effort dans la société avec beauté, richesse et grâce. Mais le diagnostic qu'elle a reçu ce jour-là, une forme agressive de cancer, était quelque chose que ni l'argent ni l'influence ne pouvaient résoudre. Sa vie parfaite s'est soudainement sentie fragile, et son identité, si longtemps définie par son apparence extérieure et son statut, a commencé à s'effriter. Comment pourrait-elle affronter le monde, ou elle-même, quand les fondations mêmes de son existence avaient été arrachées? Puis il y avait André, un jeune étudiant en médecine à Vega, dont la vie était également en pleine mutation, mais pour des raisons très différentes. Il était tombé amoureux d'une camarade de classe, une personne dont le milieu et les valeurs étaient en contradiction avec tout ce que sa famille lui avait enseigné. La relation n'était pas qu'une simple histoire d'amour, elle représentait un défi aux normes sociales profondément enracinées qui avaient façonné son éducation. Être avec elle signifiait défier les attentes, risquer la désapprobation de sa famille et embrasser un avenir loin d'être certain. Son combat était personnel, mais il reflétait les forces sociétales plus larges. Jeu, où la tradition entrait souvent en conflit avec les valeurs modernes, et chaque choix avait des conséquences. Alors que les vies de ces personnages s'entremêlaient, les fils de leur histoire commençaient à tisser une tapisserie complexe de l'expérience humaine, où aucune décision n'était sans conséquence. Isabelle, désormais plus profondément impliquée dans le cas de Gabriel, ne pouvait s'empêcher de remettre en question son propre rôle dans la tragédie. En tant que médecin, elle avait toujours cru au pouvoir de la guérison, mais que se passe-t-il lorsque les blessures ne sont pas physiques? Sa connexion avec la famille de Gabriel, son implication croissante dans le traitement d'Elena et ses rencontres inattendues avec André l'ont forcé à confronter ses propres croyances sur le contrôle, le destin et les limites de la médecine. Dans ce monde, chaque décision a du poids, chaque moment est chargé de possibilités, et les chemins que nous choisissons définissent non seulement nos futurs, mais aussi les vies de ceux qui nous entourent. Les choix auxquels ces individus sont confrontés remettront en question leurs croyances, modifieront leurs relations, et redéfiniront finalement qui ils sont. Alors qu'ils naviguent à travers l'amour, la perte, l'ambition et la moralité, ils découvriront que la vie est bien plus complexe qu'ils ne l'avaient jamais imaginé, et que la véritable épreuve du
caractère ne se révèle pas dans les moments de triomphe, mais dans la manière dont ils réagissent face à la tragédie. Bonjour et bienvenue. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications. Ken décida de se rendre à pied au travail aujourd'hui. Le temps était magnifique, et la ville évoluait à son propre rythme. Elle pensait à sa présentation prochaine au symposium médical. Dans 2 jours. Elle n'appréciait pas vraiment participer à de tels événements, mais ses collègues pensaient souvent qu'aucun événement ne pouvait atteindre ses objectifs sans une sommité médicale comme elle. Ken avait souvent du mal à écrire des discours pour ces occasions, se disant qu'il pouvait aller au-delà du rôle d'un médecin et franchir la ligne de l'humanité. Ça pourrait être ennuyeux à entendre. C'est bien plus intéressant de voir ses idées se réaliser, pensait-elle, quand soudain, elle aperçut une foule près d'un gratte-ciel inachevé. Il y avait des ambulances, la police bloquait la zone, et des gens filmaient avec leur téléphone. Que s'est-il passé ici, demanda Ken à un jeune homme ajustant la caméra de son téléphone. Un gars a sauté du toit. Ils ont essayé de le persuader pendant 2 heures. Mais ils n'ont pas pu le sauver. Vous arrivez trop tard, dit le jeune homme avec indifférence. Ken avait à peine fait quelques pas quand une jeune fille tenant un micro apparut devant elle. Excusez-moi, nous sommes de l'émission CCTV Show. Dites-nous, avez-vous vu ce qui s'est passé ici? Non, je passais simplement par là. Des témoins disent que le jeune homme a sauté du toit de cet immeuble inachevé et que... Pensez-vous? Pensez à quoi? Pensez-vous qu'il y avait une chance que les services spéciaux puissent le sauver? Si je dis oui, alors les intervenants sont responsables de sa mort. Si je dis non, quelles conséquences pensez-vous que cela entraîne? Répondit Ken par une question. Désolé, c'est moi qui pose les questions ici. La société se soucie des opinions des gens, pas nécessairement des miennes. Alors, y avait-il une chance ou non? Je refuse de répondre à cela. C'est une question éthiquement difficile. Excusez-moi, je dois y aller, répondit Ken rapidement. Attendez. Que voulez-vous dire par « éthiquement difficile » ? La mort des jeunes est-elle si rare qu'il est maintenant tabou d'en parler? Au contraire. Je pense qu'on devrait en parler autant que possible. Quand j'ai commencé ma carrière médicale, les jeunes sautaient fréquemment des gratte-ciel. Je peux raconter une longue histoire, mais je ne peux pas tout dire d'un coup, alors je préfère ne pas répondre. C'est intéressant. Éteignez la caméra 1 minute, dit la journaliste à son équipe. Alors? Vous êtes médecin et en savez plus sur le suicide que nous tous, n'est-ce pas? Vous avez dit avoir été témoin d'une histoire. Je vous propose qu'on se rencontre dans les prochains jours. Pour que vous puissiez la partager avec nos téléspectateurs. Qu'en dites-vous? Ken réalisa que les jours à venir seraient chargés. Elle regrettait déjà d'avoir engagé la conversation avec cette journaliste, mais elle se rappela ensuite les promesses qu'elle avait faites lorsque ces événements se déroulaient autour d'elle. Elle s'était promis de raconter cette histoire à tout le monde à de nombreuses reprises. Maintenant, il semblait que le moment était venu. D'accord, je vais trouver un moment pour cela, dit Ken. Elles échangèrent leurs cartes de visite, s'accordèrent pour se rencontrer dans 3 jours au studio de la journaliste, et se séparèrent. 3 jours plus tard, Ken se rendit au studio de la chaîne SSV. Il y avait beaucoup de monde. Dans le hall. La journaliste apparut et expliqua que les erreurs étaient inacceptables, car ce serait une émission en direct. Ken pensait maintenant à la manière de raconter l'histoire pour ne rien omettre. Dans les premières minutes de son discours, la salle était silencieuse. Elle s'apprêtait à relater les événements tels qu'ils apparaissaient dans l'esprit de ses agents. Silencieux ce jour fatidique. Joao se précipitait vers son destin. Il y a 3 ans, il avait obtenu son diplôme et avait rapidement décroché un emploi dans une grande entreprise. Pendant ces 2 années, il avait prouvé qu'il était un excellent financier. Récemment, un ami de son patron l'avait approché. Je t'observe depuis longtemps. Entre tes mains, toute entreprise prospère. N'est-il pas temps pour toi de sortir de ta zone de confort? Que voulez-vous dire? Demanda Joao.
J'ouvre une nouvelle succursale de ma banque. J'ai besoin d'un bon gestionnaire, fiable. Je vois du potentiel en toi et je te recommande de passer un entretien avec mon département des ressources humaines. S'il confirme ta candidature, je signerai ta nomination. Cette offre fut une surprise. Joao avait récemment été promu directeur adjoint d'une banque. Il était heureux d'avoir progressé si rapidement à un niveau où les opportunités venaient désormais le chercher. Joao en parla à son manager. Bien que son patron regrettât de perdre un spécialiste aussi précieux, il respectait la décision de Joao. L'entretien dura assez longtemps, mais le résultat fut favorable. Il ne restait plus qu'à attendre quelques jours pour la décision finale. Le lendemain, Narcelio, l'homme d'affaires, appela personnellement Joao pour lui annoncer que sa candidature avait été approuvée pour le poste de directeur de l'agence représentative de la banque. La première chose que fit Joao fut d'appeler sa mère, qui avait tant investi dans son succès. « Maman, j'ai une super nouvelle. » Il apparut instantanément devant ses yeux, et maintenant il voit une lumière au bout, Paul envers elle, espérant un soulagement d'une pression intense. Il volait aussi vite qu'il le pouvait, mais c'était comme si la lumière s'éloignait intentionnellement. Il savait avec certitude qu'il trouverait du réconfort dans cette lumière, mais elle semblait lointaine. La lumière semblait être la seule échappatoire au poids écrasant qu'il ressentait, mais elle restait insaisissable. Peu importe à quel point Joao se précipitait vers elle, elle restait à distance, une lueur d'espoir constante mais hors d'atteinte. Son corps se sentait lourd, la pression insupportable, comme si l'air autour de lui s'était épaissi, l'empêchant d'avancer. Dans les moments qui passaient, si le temps existait dans cet endroit, il commença à se demander s'il atteindrait un jour cette lumière ou si cette poursuite durerait éternellement. Soudain, il sentit une traction, une force le tirant loin de la lumière et le ramenant dans l'obscurité. Joao résista, s'accrochant à la lumière de toutes ses forces, mais l'emprise de la réalité était plus forte. La lumière disparut, remplacée par une brume floue, puis plus rien. Quand Joao reprit enfin conscience, c'était comme s'il avait émergé d'un profond abîme étouffant. Ses paupières étaient lourdes, résistantes à ses tentatives de les ouvrir. Il se sentait désorienté, comme s'il avait été plongé dans un rêve trop longtemps. Le faible bourdonnement des machines, l'odeur stérile de l'antiseptique et les voix étouffées autour de lui commençaient lentement à lui parvenir. La première chose qu'il remarqua fut la douleur vive, sourde mais constante, qui parcourait son corps. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de s'adapter à la faible lumière. Il ne savait pas où il se trouvait. Ses pensées étaient lentes, ses souvenirs éparpillés et incomplets. Il avait l'impression d'avoir dormi pendant des siècles, flottant entre l'inconscience et le réveil, et se réveiller avait demandé un effort immense. Joao tourna légèrement la tête, et sa vision floue s'affina peu à peu. C'est alors qu'il la vit, sa mère, assise à son chevet, le visage marqué par les lignes d'inquiétude et de fatigue. « Maman ?» Sa voix était enrouée, rauque à cause du manque d'usage. Sa tête se redressa brusquement, et ses yeux s'écarquillèrent, mêlant soulagement et larmes. Elle tenait sa main, mais maintenant elle resserra son étreinte, comme si elle avait peur de la lâcher. « Joao, mon fils, » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Tu es réveillé. » Il la fixa, tandis que le brouillard dans son esprit commençait lentement à se dissiper. Il remarqua comment ses cheveux avaient davantage grisonné depuis la dernière fois qu'il l'avait vu, les cernes sous ses yeux, et le léger tremblement de ses mains. Depuis combien de temps était-elle assise là, à attendre qu'il se réveille? Que lui était-il arrivé? Les fragments de sa mémoire commencèrent à se rassembler, la voiture à grande vitesse, le passage à niveau, l'arbre de lilas obstruant sa vue, et puis, le son. Le rugissement assourdissant du train. Il émit un hoquet de surprise alors que la réalité le frappait, la mémoire de l'accident inondant son esprit avec des détails vifs. Il expliqua ensuite longuement que le travail était difficile, et que Joao ne pouvait pas le faire sans une bonne santé, et ainsi de suite. Joao le savait déjà. Il ne voulait pas embarrasser les
Émotion de Natalia. Joao le remercia poliment pour l'attention et prit congé. Pendant ce temps, des millions d'autres personnes sur la planète continuaient leur vie. Certaines réussissaient. Leurs rêves se réalisaient, et rien ne les menaçait. Comme Juliana, qui n'avait pas beaucoup dormi non plus cette nuit-là. Elle ne souffrait pas d'insomnie à cause de l'inquiétude comme d'autres, c'était l'excitation du lendemain qui la tenait éveillée. Juliana est la fille unique. Immensément aimée, de Kelson Vasconcelos, un homme d'affaires prospère. Elle avait eu la chance de naître dans cette famille. Sa mère avait des racines aristocratiques, avait reçu une excellente éducation, possédait une sagesse féminine et un caractère calme. Grâce à cela, leur fille a grandi comme une véritable princesse. Juliana était une jeune fille qui n'avait jamais déçu ses parents, sans en souffrir pour autant. Elle avait le temps d'assister à tous les cours supplémentaires, gagnait facilement chaque concours et était passionnée de cuisine, surprenant toujours les invités de la famille avec des plats exquis. Pendant son adolescence, elle s'est inscrite avec succès dans une université de finance et a obtenu son diplôme avec mention. La dynastie financière avait désormais un héritier digne. Son père, Kelson, possède plusieurs entreprises et est connu pour ses projets caritatifs. Bien sûr, Juliana héritera de toute cette richesse en tant que seule héritière. Alors qu'elle fréquentait encore une école privée d'élite, Juliana a rencontré Samuel, et un amour platonique est né entre eux. Après l'école, ils ont commencé à sortir ensemble, et cela s'est transformé en un amour passionné. Samuel ne l'avait jamais déçu non plus. Lui aussi venait d'une famille riche et avait de grandes perspectives. Récemment, Samuel a officiellement présenté Juliana à ses parents, qui ont donné leur bénédiction pour leur mariage. Juliana attendait avec impatience ce jour. Cependant, l'excitation d'aujourd'hui n'avait rien à voir avec cela. Cela faisait longtemps qu'elle rêvait d'organiser une exposition de ses peintures, qu'elle faisait pendant son temps libre. Récemment, son père a décidé de lui offrir ce cadeau, confiant l'organisation de l'exposition à ses assistants. Juliana a appris la nouvelle alors que presque tout était déjà prêt. Il ne restait plus qu'à installer les peintures dans la maison de l'artiste de la ville et se préparer aux applaudissements. Kelson avait envoyé des invitations à toutes les personnes influentes de la ville. Il y aurait des célébrités et des journalistes. Ce serait la première fois que Juliana se présenterait à un si grand public. Samuel serait là aussi, elle n'en doutait pas. Pendant ce temps, dans la même ville, l'étudiante Kenya faisait face à un changement important dans sa vie, bien qu'elle n'ait aucune idée de la façon dont son chemin allait bientôt croiser celui de ses personnes. Maman, tu peux me féliciter maintenant. J'ai trouvé un emploi, dit Kenya, revenant de ses études. Sa mère fut très surprise. Ma fille, pourquoi as-tu besoin de travailler? Tes études de médecine te prennent déjà tellement d'énergie et de temps. Ton père et moi te fournissons tout ce dont tu as besoin. Pourquoi voudrais-tu un emploi? Combien de temps? Puis-je rester sous vos ailes? Je suis assez grande pour m'occuper de moi-même, répondit Kenya. Elle lui semblait familière. Eva, que fais-tu? Demanda Raphaël. Je suis dans l'art. Quel genre d'art? Je suis danseuse. Où danses-tu? Au théâtre, au ballet. Avant, je dansais dans des boîtes de nuit, toute la ville me connaît. Maintenant, tout le monde me surveille. Raphaël se souvenait où il avait vu cette femme. En effet, toute la ville la connaissait. Elle était une célèbre stripteaseuse qui avait fait des représentations dans divers clubs pendant des années. Il fut un temps où les amis de Raphaël se vantaient de la nuit qu'ils avaient passée avec cette Eva. Apparemment, la réputation d'Eva ne s'était pas éteinte depuis lors. Maintenant, c'était au tour de son fils. Après que tous ses espoirs se furent effondrés, Joao se retrouva cloué dans un fauteuil roulant pendant 6 mois. Les médecins recommandaient diverses méthodes de traitement, mais la mobilité de sa jambe n'était toujours pas revenue. Le garçon autrefois actif et enthousiaste était désormais forcé de regarder la vie des autres depuis sa fenêtre.
Sa mère et son père tentaient de le distraire de toutes les manières possibles, lui assurant qu'il guérirait bientôt, mais Joao perdait de plus en plus espoir. Sa fille préférée, Natalia, ne l'avait jamais quitté depuis les premiers jours à l'hôpital. Elle l'accompagnait lors de ses promenades, l'aidait à changer de vêtements, et ne le laissait jamais perdre espoir, ne serait-ce qu'une minute. Après sa sortie et son retour à la maison, elle avait commencé à lui rendre visite là-bas. Mais après la fin de leur relation, Joao réalisa qu'il était peu probable qu'une jeune fille en bonne santé veuille lier sa vie à un invalide, même si elle l'aimait. Après 6 mois, les visites de Natalia devinrent rares. Joao comptait les jours jusqu'à ce qu'elle vienne. Cela faisait 3 semaines qu'elle n'avait ni appelé ni rendu visite. La seule lueur d'espoir de Joao était son prochain anniversaire, peut-être que par pitié, elle trouverait du temps pour lui. Mon fils, ton père et moi avons décidé de célébrer ton anniversaire dans un bon restaurant. Nous inviterons tes amis les plus proches et tes collègues, et tu t'amuseras bien, dit sa mère. Maman, peut-être qu'on ne devrait pas. Qui voudrait perdre du temps à l'anniversaire d'un infirme? Si je pouvais leur être utile, j'aurais quelque chose à espérer, mais je ne fais que quémander de l'attention, n'est-ce pas, répondit Joao. Joao, c'est vraiment ce que tu penses à cause de tes limitations? En réalité, les gens sont très compréhensifs. Ils seront même heureux de te remonter le moral. Alors vas-y, tout ira bien, assura sa mère. Et Natalia? Elle est partie depuis 3 semaines. Je n'ai pas le droit d'appeler et d'exiger son attention. Pourquoi quelqu'un comme moi l'inviterait à une fête d'anniversaire? Est-ce que cela la ferait venir et prétendre que tout est normal? Quant à Natalia, elle a dit qu'elle serait occupée au travail. Ne t'inquiète pas pour dépenser. Inutile, elle viendra te voir, le rassura sa mère. Ses parents ont essayé d'organiser la fête d'anniversaire de Joao au plus haut niveau. À l'heure arrivée au restaurant, ils attendirent les invités. La mère de Joao espérait la venue de Narcelio, qui avait autrefois estimé grandement son fils et prévoyait pour lui un avenir brillant. Le soutien d'une personne comme lui serait très utile maintenant. Les premières personnes à arriver furent les anciens collègues de Joao. Joao fut surpris, car il s'attendait le mois à leur venue. Depuis qu'ils avaient travaillé ensemble, il s'était passé beaucoup de choses au bureau, et parfois ils se piétinaient pour obtenir les faveurs du patron. Joao n'était pas étranger à cela non plus. Il pensait qu'il lui en voulait et se réjouissait de son nouvel handicap. Mais ce n'était pas le cas. Alors que la soirée atteignait sa moitié, Joao reçut un appel de son ancien supérieur. Pour une raison quelconque, Joao pensait que son ex-patron allait lui dire qu'il était en route, mais au lieu de cela, il entendit une autre conversation. Joao, joyeux anniversaire. J'ai laissé ton cadeau avec le chauffeur, il te l'apportera à la maison. Ne sois pas contrarié, tu sais que j'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas pu venir. Mais je trouverai du temps bientôt et on passera un moment ensemble. Souhaite une bonne soirée à tout le monde pour moi, dit le manager avant de raccrocher rapidement. Que l'ancien manager ait vraiment été aussi occupé ou non, Joao n'en était pas certain, mais il décida que ce dernier n'était pas venu exprès parce qu'il était désormais un fardeau inutile pour tout le monde, et rien ne pouvait lui faire changer d'avis. En fait, seulement 5 des 20 invités avaient répondu présent. Quand Joao se fatigua d'attendre les autres, il se tourna vers sa mère. Maman, et Natalia? Que t'a-t-elle dit? Demanda-t-il. Sa mère avait essayé d'éviter cette question aussi longtemps que possible, mais n'avait pas réussi. Elle dut dire la vérité. Mon fils, ne le prends pas personnellement. Narcelio a dit qu'il avait une réunion importante avec des partenaires ce soir. Il t'envoie ses salutations mais n'a pas pu venir en personne, dit-elle. Tout devint clair au sujet de cet homme aussi, mais Joao décida de ne pas poser de questions sur Natalia. Il réalisa qu'il ne pouvait plus y avoir d'autres excuses de la part de ses proches. Natalia ne se montra jamais. Les invités qui étaient venus souhaitèrent du bien à Joao et remarquèrent son moral bas, essayant de partir avant que la soirée ne se termine. À la fin de la nuit,
seuls les parents de Joao, sa grand-mère, et Joao lui-même restaient. Le lendemain matin, Joao se réveilla avec une douleur au cœur si intense qu'il avait du mal à respirer. En silence, il se rendit compte que chaque matin, il se réveillait avec cette souffrance. Souhaitant que la nuit de sommeil mette fin à son cauchemar. Ce qui le préoccupait le plus, c'était Natalia. Leur relation s'éteignait sous ses yeux. L'autre acquiesça en démêlant déjà ses propres mèches. Maintenant, on peut se disputer pour autre chose, plaisanta-t-elle, et la pièce se remplit du son de leur rire. Kenya sourit, son cœur réchauffé par la simplicité du moment. C'étaient ces petits gestes qui lui rappelaient le côté humain de la médecine au-delà des chirurgies, des diagnostics et des papiers interminables. Ces moments la ramenaient à l'essentiel au milieu du chaos de la vie hospitalière. Avec un sentiment d'accomplissement, elle trouva enfin le temps de souffler un peu et de se rendre à la salle du personnel pour une pause bien méritée. Son service avait été épuisant, et elle avait encore une longue liste de tâches à accomplir, mais cette brève pause semblait amplement méritée. En entrant dans la salle du personnel, Kenya se servit une tasse de café, savourant le bref silence. Cependant, son moment de calme fut interrompu par des voix élevées venant du bureau du directeur de l'hôpital, juste au bout du couloir. Elle s'arrêta, tendant l'oreille pour entendre ce qui se disait. Il n'était pas habituel que les choses s'enveniment dans cette partie de l'hôpital. Le directeur était généralement calme et posé, même face au stress. Sa curiosité piquée, Kenya se leva et se dirigea vers la porte. Les voix devenaient plus claires à mesure qu'elle s'approchait, bien qu'elle ne parvint toujours pas à saisir chaque mot. Elle saisit des bribes de conversation, quelque chose à propos des budgets, du manque de personnel et des soins aux patients. La voix du directeur, habituellement mesurée et contrôlée, semblait tendue. Presque désespérée. Kenya hésita, ne sachant pas si elle devait frapper ou se retirer. Elle n'avait aucune raison d'écouter aux portes, pourtant quelque chose dans le ton de la conversation la troublait. Elle appuya doucement son oreille contre la porte, essayant d'écouter de plus près. C'est alors qu'elle entendit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Nous ne pouvons pas continuer à rogner sur les dépenses comme ça. Cela va affecter la sécurité des patients. Une autre voix, plus calme mais ferme, répondit. Nous n'avons pas le choix, tu le sais. L'hôpital est sous-financé. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais nous devons faire des compromis. Le directeur soupira lourdement. Je crains que ces compromis ne nous coûtent plus que de l'argent. Nous sommes déjà trop débordés. Je ne veux pas voir cet hôpital faire une erreur que nous ne pourrions pas rattraper. Kenya se recula de la porte, l'esprit en ébullition. Les coupes budgétaires n'étaient un secret. Pour personne travaillant à l'hôpital, il y avait des rumeurs et des chuchotements depuis des mois. Mais entendre cela formulé en termes aussi clairs, avec la sécurité des patients en jeu, lui donna des frissons. Elle retourna dans la salle du personnel, oubliant son café, ses pensées tourbillonnant. Depuis combien de temps l'hôpital était-il sous une telle pression? Et surtout, jusqu'où serait-il prêt à aller avant que quelque chose ne cède? Alors que Kenya s'asseyait, elle ne pouvait se défaire de l'idée que cela ne pouvait pas être ignoré. Elle savait qu'il lui faudrait trouver un moyen de soulever ses préoccupations. Mais pour l'instant, elle avait besoin de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Je ne veux pas les torturer avec mon existence. À cause de moi, mes parents doivent se priver de tout. Mes amis m'ont mis de côté. J'ai organisé une fête d'anniversaire, et presque personne n'est venu. Il y a une fille que j'aime, et elle a peu à peu disparu de ma vie. Je suis devenu un fardeau pour tout le monde. Alors, je ne passerai pas mes derniers jours ici à compliquer la vie de mes proches, dit le jeune homme. Pourquoi as-tu l'impression de rendre leur vie plus difficile, demanda le médecin. Je le ressens. Le jour viendra où ils me le diront en face. Je ne veux pas attendre ce jour-là. Alors j'ai décidé de quitter ma maison volontairement. Sauf que je veux rester ici, répondit le jeune homme en fauteuil roulant. D'accord. Nous allons t'accueillir
Garde juste à l'esprit que tu as de bonnes chances de marcher à nouveau et de retrouver une vie pleine. Tu dois bien prendre soin de ta santé ici, et nous essaierons de t'aider pour cela, dit le médecin. Je n'y crois plus, dit le jeune homme en pleurant comme un enfant. Jérémy se rendit compte que le nouveau résident du dispensaire était venu ici de son plein gré. D'après ses paroles, il était dans un état dépressif. Cela signifiait qu'elle devait établir un contact avec ce patient et être aussi attentif que possible. Et ainsi commença la nouvelle vie de Joao sous le même toit que les personnes handicapées. Juliana passa toute la nuit à réfléchir à comment se rendre utile aux autres. Dans son cas, cela ne serait pas facile, elle avait à peine la force de gérer sa propre maladie qui progressait. Mais elle était déterminée à montrer au monde qu'elle avait la volonté d'être utile aux autres, même dans cette condition. Cela renforça sa motivation à guérir à un niveau plus profond. En quête de personnes partageant les mêmes idées, elle trouva une communauté de soutien pour les patients atteints de cancer. Elle demanda à un bénévole, est-ce que les bénévoles ici sont aussi des personnes atteintes du cancer à un stade ou à un autre? Oui. Leur travail consiste à visiter régulièrement des patients âgés pour les aider à organiser leur vie et leur temps libre. Ces personnes sont très demandées ici, répondit le bénévole. Le premier jour de son travail en tant qu'assistante sociale, Juliana était enthousiaste mais nerveuse. Elle venait de s'installer dans son nouveau bureau, l'odeur de peinture fraîche et le bourdonnement d'activité autour d'elle lui donnant l'impression que tout était nouveau et légèrement accablant. Alors qu'elle organisait ses papiers et essayait de se familiariser avec les routines du travail, le téléphone sonna. Bonjour, services sociaux, Juliana à l'appareil. Comment puis-je vous aider? La voix à l'autre bout du fil était faible, presque un murmure, mais la détresse était indéniable. Je suis très malade, je ne sais pas à qui d'autre m'adresser. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît. Je n'ai nulle part où aller. Juliana s'arrêta, son esprit s'emballant alors qu'elle essayait de se souvenir de la procédure à suivre pour ce genre d'appel. Mais l'angoisse dans la voix de la femme la toucha profondément, perçant à travers les protocoles habituels. Pouvez-vous me dire où vous êtes? Demanda Juliana, d'une voix douce mais ferme. La femme lui donna une adresse, un quartier que Juliana reconnut comme étant l'une des zones les plus anciennes et les plus négligées de la ville. J'arrive dès que possible, promit Juliana, le cœur lourd alors qu'elle raccrochait. En conduisant à travers les rues étroites et délabrées, Juliana ressentait une inquiétude croissante. Les bâtiments autour d'elle semblaient en ruine, beaucoup étaient condamnés ou abandonnés. Elle ne s'attendait pas à ce que son premier jour la confronte à une situation aussi désespérée, mais elle savait que c'était la réalité de son nouveau travail. Elle se rappela pourquoi elle avait choisi cette profession, pour aider les personnes souvent oubliées, celles qui étaient tombées entre les mailles du filet. Lorsqu'elle arriva enfin à l'adresse, son estomac se noua. La maison devant elle tenait à peine debout, sa peinture était écaillée et le toit affaissé sous le poids des années de négligence. Les mauvaises herbes envahissaient le chemin menant à la porte d'entrée, et un silence inquiétant régnait dans l'air, comme si le monde avait tourné la page et laissé cet endroit derrière. Juliana frappa doucement, ne voulant pas effrayer la personne à l'intérieur. Après un long moment, elle entendit un mouvement, lent et laborieux, avant que la porte ne grinçant. S'ouvrant. Une femme apparut dans l'embrasure. Elle était plus âgée que ce à quoi Juliana s'attendait, son visage émacié et pâle, ses yeux enfoncés, marqués par la fatigue. Son corps frêle s'appuyait lourdement sur une vieille canne usée, et lorsqu'elle s'écarta pour laisser Juliana entrer, il devint clair qu'elle était handicapée, ses mouvements étaient douloureusement lents et délibérés. L'intérieur de la maison était encore pire que l'extérieur. L'air était épais de poussière, et la faible lumière qui filtrait à travers les fenêtres fissurées révélait des meubles en décomposition. Des surfaces couvertes de saleté. Il n'y avait ni nourriture ni eau potable en vue, et une odeur de moisissure imprégnait les murs. Juliana ressentit une vague de stupéfaction en entrant. Comment cette femme avait-elle pu vivre ici? Comment avait-elle survécu? Je suis désolé, dit doucement la femme, sa voix à peine audible. Je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. Juliana se tourna vers elle, le cœur brisé par la vue.
Ce n'est rien. Je suis là maintenant. Je vais vous aider. Elle conduisit la femme jusqu'à une chaise usée, s'assurant qu'elle était confortable avant de s'agenouiller devant elle. « Comment vous appelez-vous » demanda doucement Juliana. « Maria » murmura la femme. « Je suis seule depuis si longtemps. Je n'ai personne. » Juliana prit la main fragile de Maria dans la sienne, lui offrant une pression rassurante. « Vous n'êtes plus seule, Maria. Nous allons trouver une solution ensemble. » Alors que Maria commençait à expliquer sa situation, le cœur de Juliana se serra davantage. Maria n'avait aucune famille, personne pour veiller sur elle ou s'occuper d'elle. Elle vivait dans cette maison abandonnée depuis des années, sa santé se détériorant progressivement. Incapable de demander de l'aide en raison de son handicap. Elle avait survécu avec des restes. Se débrouillant à peine pour s'en sortir. L'idée que quelqu'un puisse vivre dans des conditions aussi précaires, totalement oubliées, pesait lourdement sur Juliana. Après avoir parlé avec Maria pendant un certain temps, Juliana comprit que la situation dépassait largement ce qu'elle pouvait gérer seule. Maria avait besoin de soins médicaux immédiats, et il était impensable qu'elle continue à vivre dans cette maison en ruine. Sortant son téléphone, Juliana appela une ambulance et alerta ses collègues des services sociaux, expliquant l'urgence de la situation. En attendant l'arrivée de l'ambulance, Juliana resta à côté de Maria, tenant sa main et écoutant. Ces histoires, des récits d'une vie marquée par les difficultés et la résilience, des histoires qui peignaient le portrait d'une femme autrefois forte mais affaiblie par des années de négligence. Lorsque l'ambulance arriva, Maria regarda Juliana avec un mélange de peur et de gratitude. « Est-ce que tu viendras avec moi » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Bien sûr » répondit Juliana. « Je ne vais nulle part. » Alors que les ambulanciers soulevaient Maria avec précaution sur un brancard et la sortaient de la maison, Juliana resta à ses côtés, promettant qu'elle veillerait à ce que Maria reçoive les soins dont elle avait besoin. En s'éloignant de la maison délabrée, Juliana ressentit une vague de détermination. C'était pour cela qu'elle était devenue assistante sociale, pas seulement pour remplir des formulaires ou suivre des protocoles, mais pour s'assurer que des personnes comme Maria, oubliée par le monde, aient à nouveau une chance de vivre dignement. Ce soir-là, en réfléchissant à sa première journée, Juliana réalisa que ce n'était que le début. Il y aurait beaucoup d'autres Maria, beaucoup d'autres histoires de souffrance et de survie. Mais il y aurait aussi des moments comme celui-ci, des moments où elle pourrait intervenir et faire une réelle différence. Et pour Juliana, cela faisait toute la différence. Le premier jour de son travail, Juliana était à la fois excitée et nerveuse. Fraîchement sortie de sa formation, elle s'était imaginée s'intégrer progressivement dans son nouveau rôle d'assistante sociale, peut-être en commençant par des cas de routine. Mais rien ne l'avait préparée à l'appel qu'elle reçut ce matin-là. Le téléphone sonna dans son petit bureau, la pièce sentait encore le mobilier neuf et la peinture fraîche. Services sociaux, Juliana à l'appareil. Comment puis-je vous aider ? Sa voix était claire, professionnelle, désireuse de faire bonne impression. La voix à l'autre bout du fil était faible, tendue et tremblante de désespoir. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît. Je suis très malade, et je n'ai nulle part où aller. Le pouls de Juliana s'accéléra. Il y avait quelque chose dans la voix de la femme qui la troublait. Une urgence brute qui parlait d'une profonde solitude et de douleur. Elle avait été formée pour gérer ce genre de situation, mais l'entendre en direct était différent. « Pouvez-vous me dire où vous êtes » demanda Juliana doucement, déjà prête à noter. « L'adresse. » La femme lui donna l'adresse d'un ton calme, presque résigné. « C'est une vieille maison, au bout de la rue Grove. S'il vous plaît, faites vite. » L'appel se termina brusquement, laissant Juliana avec un profond pressentiment. Quelque chose ne semblait pas juste. Sans hésiter, elle attrapa son manteau et se dirigea vers l'adresse. Plus elle conduisait, plus les environs devenaient désolés. Les rues de la ville cédèrent la place à des trottoirs en ruine, et bientôt elle traversait des bâtiments abandonnés et des terrains vagues envahis par les mauvaises herbes. Lorsqu'elle atteignit la rue Grove, elle dut ralentir pour éviter les nids de poules qui jonchaient la route. Au bout de la rue, elle trouva la maison
Elle se tenait là, solitaire, sa façade en bois écaillé, usée par des années de négligence. Les fenêtres étaient couvertes de saleté, et le toit s'affaissait sous le poids du temps. Cela ressemblait plus à un endroit oublié qu'à une maison où quelqu'un vivait. Le cœur de Juliana se serra dans sa poitrine. Comment quelqu'un pouvait-il survivre ici? Elle gara sa voiture et s'approcha de la porte d'entrée, hésitant un moment avant de frapper. La porte s'ouvrit presque immédiatement, révélant un intérieur faiblement éclairé. L'air sentait le bois humide et la moisissure. À l'intérieur, Juliana distingua la silhouette d'une femme frêle, assise sur une vieille chaise déchirée. Elle était maigre, presque squelettique, et son visage était pâle, ses yeux fatigués et creux. « Êtes-vous Madame Almeida ?» demanda doucement Juliana en entrant. La femme hocha lentement la tête, sa main tremblante indiquant à Juliana de s'approcher. « Merci d'être venue, murmura-t-elle. Je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. » Juliana prit une profonde inspiration, tentant de masquer le choc qu'elle ressentait. La maison était dans un état terrible, à peine quelques meubles, aucun signe de repas récent, et aucun équipement ou fourniture médicale. Comment cette femme avait-elle pu survivre toute seule? Depuis combien de temps êtes-vous ici toute seule? Demanda Juliana, s'agenouillant à ses côtés. Je suis ici depuis des années, dit Madame Almeida, sa voix fragile, comme si chaque mot était une lutte. J'arrivais à me débrouiller toute seule, mais mes jambes ont cessé de fonctionner. Et maintenant, je ne peux même plus aller au magasin. Juliana parcourut la pièce du regard, ses yeux se posant sur une petite table avec quelques boîtes de conserve et bouteilles vides. La cuisine, visible à travers une porte, semblait ne pas avoir été touchée depuis des semaines, voire plus longtemps. Elle réalisa à quel point la situation était grave. Vous avez survécu tout ce temps sans aide? La femme hocha à nouveau la tête, les larmes lui montant aux yeux. Je pensais pouvoir m'en sortir, mais, je n'y arrive plus. Juliana avala la boule qui se formait dans sa gorge. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Madame Almeida, nous allons vous obtenir l'aide dont vous avez besoin. Laissez-moi d'abord appeler une ambulance pour vous emmener à l'hôpital. Vous ne pouvez pas rester ici dans cet état. Pas d'hôpital, s'il vous plaît, supplia la femme, la voix tremblante. Je ne veux pas mourir. Là-bas. Juliana posa une main réconfortante sur son épaule. Je comprends, mais vous avez besoin de soins. Vous n'allez pas mourir, pas tant que je suis là. Nous allons vous obtenir des soins médicaux, puis nous veillerons à ce que vous soyez bien pris en charge. Avec quelques paroles rassurantes et la promesse que Juliana resterait à ses côtés, Madame Almeida accepta à contre-ségur. Juliana appela une ambulance, tout en sentant le poids de la situation pesée sur elle. C'était son premier jour de travail, et elle se trouvait déjà confrontée à une réalité qu'elle n'avait vue que dans les manuels scolaires, une personne complètement oubliée par la société, livrée à elle-même dans un monde qui l'avait laissée derrière. En attendant l'arrivée de l'ambulance, Juliana écouta Madame Almeida raconter sa vie. Autrefois, elle était active et indépendante. Elle avait travaillé comme couturière et possédait même une petite boutique en centre-ville. Mais après un accident qui l'avait partiellement paralysée, les choses avaient commencé à se détériorer. Elle avait perdu sa capacité à travailler, ses économies s'étaient épuisées, et ses amis s'étaient lentement éloignés. La maison, qui avait autrefois été pleine de vie, était devenue sa prison. Lorsque les ambulanciers arrivèrent enfin, ils manipulèrent Madame Almeida avec douceur, la soulevant avec précaution sur un brancard. Juliana les suivit à l'extérieur, regardant pendant qu'ils la mettaient en sécurité dans l'ambulance. Avant qu'ils ne ferment les portes, Madame Almeida attrapa la main de Juliana. « Merci, murmura-t-elle. Vous m'avez sauvé. » Juliana ressentit un flot d'émotions, un mélange de soulagement et de tristesse. « Ce n'est pas encore terminé, Madame Almeida. Ce n'est que le début. » Alors que l'ambulance s'éloignait, Juliana resta sur le trottoir fissuré, regardant la maison délabrée. Elle savait que ce n'était qu'une des nombreuses histoires qu'elle rencontrerait dans son nouveau rôle, mais l'image de Madame Almeida,
assise seule dans cette maison sombre, resterait gravée dans son esprit. De retour dans sa voiture, Juliana se fit une promesse, aucune personne sous sa responsabilité ne se sentirait jamais abandonnée ou oubliée. J'avais un fils qui s'occupait de moi d'une certaine manière. Récemment, il a eu un accident et est décédé. J'avais transféré la maison à mon fils il y a longtemps, et maintenant ma belle-fille veut garder la nouvelle maison, et je la gêne. Elle envoie des gens chaque jour et exige que je quitte la maison, dit la femme en pleurant. Juliana comprit que la femme n'avait clairement pas l'énergie pour une confrontation à ce moment-là. Elle devait d'abord s'occuper de sa santé. Juliana consulta son superviseur et décide d'aider la femme à être hébergée dans un dispensaire pour handicapés. Ce même jour, Kenya assiste à l'arrivée d'une deuxième personne dans l'établissement. C'étaient des moments de travail habituels, donc elle n'était pas perturbée par cette femme, supposant que sa fille était à ses côtés. Mais la nuit suivante s'avéra turbulente. La femme nouvellement arrivée souffrait atrocement en plein milieu de la nuit. Juliana courut voir Kenya, lui demandant de trouver un médecin pour examiner la patiente. « C'est impossible maintenant. Il faut attendre jusqu'au matin, répondit Kenya. Mais elle souffre terriblement. Elle a besoin d'analgésiques puissants. Cette personne souffre. Il faut faire quelque chose, insista Juliana. Ma fille, nous voyons à quel point c'est difficile pour votre mère, mais pour l'instant, c'est techniquement impossible d'obtenir les médicaments nécessaires. Nous nous en occuperons. Demain matin, dit Kenya. Elle était convaincue que Juliana était la fille attentionnée de cette femme. La vraie relation ne serait révélée que plus tard. Je suis désolé pour sa douleur. La douleur physique est une chose, mais elle souffre aussi mentalement d'avoir été expulsée de chez elle, dit Juliana en racontant l'histoire de la femme. Comment avez-vous laissé cela se produire? N'aviez-vous personne de proche pour la protéger? Demanda Kenya, surprise. J'ai des proches. Je vais bien. J'ai fait ma part. Ce n'est pas votre mère? Non. Je suis juste bénévole. Mes parents sont en bonne santé, grâce à Dieu. Je me suis porté volontaire dans une organisation pour faire cela. C'est ma façon de dire oui à la vie. Je ne te comprends pas. Tu t'occupes d'une étrangère, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? On m'a diagnostiqué un cancer il y a peu de temps. On m'observe, et s'il n'y a pas de changement, on va opérer. C'est gros. J'ai vraiment peur. Tu sais ce que c'est, quand on commence tout juste dans la vie, qu'on se fixe de grands objectifs, qu'on a de grands espoirs, et puis bam, on reçoit ce diagnostic. C'est comme une cruelle plaisanterie du destin. J'ai rencontré cette femme dans la rue, et elle m'a fait réaliser quelque chose de très important, je devais aider les autres à faire face à la maladie pour vaincre la mienne. Je te comprends. Tu mérites tous les éloges et le respect, et je suis sûr que tu iras bien. Tu vas guérir et vivre une longue vie, dit Kenya en embrassant sa nouvelle connaissance. Alors? C'est ici que tu travailles? J'espère que l'atmosphère ici ne te submerge pas, car tu es encore si jeune. Pas du tout, car j'ai réalisé que je dois être assez forte pour résister à de tels défis dans la vie. J'étudie pour devenir médecin. Mes parents sont des scientifiques médicaux, ils ont consacré toute leur vie à la médecine. Pourquoi ici? Tu aurais facilement pu trouver un emploi dans un autre hôpital ou même dans une clinique privée. Je crois que c'est ici que se trouve la véritable réalité. Dans les cliniques privées, bien sûr. C'est confortable, beaucoup des horreurs de notre profession restent invisibles. Mais ici, la maladie est liée à des destins réels, et j'ai envie d'apprendre tout cela, dit Kenya avec enthousiasme. Je termine mon service, tiens bon, Silverton pourrait avoir une nuit bien chargée, ajouta-t-elle. Tu as un rendez-vous? Pas vraiment. Je vais rencontrer les parents de ma personne préférée. Waouh, c'est vraiment important. Ne reste pas ici trop longtemps et prépare-toi, dit Juliana. Kenya se hâta vers le vestiaire, passant devant la salle de désinfection. Elle remarqua une scène étrange. Certains des pensionnaires du dispensaire avaient été amenés dans la salle de soins en fauteuil roulant,
regardant autour d'eux comme s'ils se cachaient de quelqu'un. Kenya observa discrètement alors que l'homme attendait que l'infirmière quitte la pièce avant d'entrer dans le bureau. Lorsque Kenya arriva à la porte, elle vit l'homme fouiller hâtivement dans l'armoire à médicaments de l'infirmière. « Que cherchez-vous ici ?» demanda Kenya. Joao ne s'était pas rendu compte qu'il était observé et fut surpris. « Je cherchais mes médicaments. On ne me les a pas donnés aujourd'hui, alors j'ai pensé les trouver moi-même, inventa-t-il. Vous n'avez pas besoin de les prendre vous-même. Vous devez retourner dans votre chambre et attendre l'infirmière, dit Kenya en poussant le fauteuil roulant de Joao. Kenya examina de près son visage pâle mais ne trouva aucun signe suspect. Plus tard, l'infirmière compta les médicaments dans son bureau et confirma qu'il n'en manquait aucun. Kenya crut que Joao était effectivement venu chercher son médicament. Elle se dirigea alors vers le vestiaire avec un sentiment de tranquillité. Elle avait à peine atteint le miroir qu'elle entendit des cris épuisés provenant de la chambre. Elle se précipita en arrière, le jeune homme en fauteuil roulant, qui cherchait à peine ses médicaments, était au sol, en train de saigner. Kenya ne réalisa pas immédiatement ce qui s'était passé. Heureusement, le directeur de l'hôpital n'était pas là. Elle s'approcha de Joao et vit qu'il s'était coupé sur quelque chose. Kenya voulait appeler à l'aide, mais ne trouva aucun membre du personnel médical. Avec beaucoup de difficultés, elle réussit à soulever Joao du sol et à le placer sur le lit. Il était conscient mais pleurait comme un bébé, criant qu'il voulait en finir avec sa vie et mettre un terme à son tourment. Ken se souvint des paroles du médecin, lui conseillant d'être aussi prudente que possible avec ce patient, car il était en phase aiguë de dépression et tout pouvait arriver. Elle devait arrêter l'hémorragie et penser la plaie elle-même. Heureusement, la plaie était superficielle. Le jeune homme fut sédaté et mis au lit. Kenya réalisa qu'elle devait repenser ses plans. Elle appela Osmar. « Nous t'attendons depuis longtemps, » dit Osmar avec tendresse. « Désolé, je ne pense pas pouvoir venir ce soir, » répondit-elle. « Mes parents n'auront peut-être pas le temps pour toi la prochaine fois. Nous avons planifié cette soirée pendant 2 semaines, alors quelle est ton excuse cette fois-ci ?» Osmar perdait patience. « C'est une longue histoire. Je t'appellerai plus tard, désolé, » dit Kenya, raccrochant. Osmar était extrêmement irrité. Il devait présenter Kenya à ses amis ce soir-là. Fatigué de tenter de se connecter avec une fille qui ne l'intéressait pas vraiment, il décida d'appeler Eva à la place. « Eva, tu m'as manqué. On peut se voir aujourd'hui, implora-t-il. J'ai un spectacle ce soir, peut-être après minuit. Je te verrai à ton appartement, répondit Eva. Osmar, toujours frustré par ses interactions avec Kenya, commença à remettre en question leur relation, bien qu'il ait des sentiments pour elle. Pendant ce temps, Kenya, incertaine sur la manière de poursuivre avec Osmar, se concentrait davantage sur son travail, mais se sentait toujours attirée par lui. De retour à l'hôpital, Kenya remarqua à nouveau Joao rôdant près de la salle de soins, tentant d'accéder aux médicaments. Elle le confronta, essayant de comprendre ses tendances suicidaires, mais Joao continuait à résister. « C'est vrai ?» demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « C'est vrai, mais je suis vraiment venu chercher des pilules. Maintenant, je voulais juste mieux dormir et ne pas me réveiller la nuit, » répondit Joao. « C'est secondaire. Parlons de tes projets. C'est toi qui voulais mourir. Peut-être que je pourrais t'aider, » proposa Juliana. « Tu plaisantes ?» Joao regarda la fille avec incompréhension. « Non, je ne plaisante pas. Je te propose de faire une promenade avec moi. Juste toi. Tu vas tout me raconter, » dit Juliana, et sans attendre sa réponse, elle poussa le fauteuil roulant vers la sortie. Elle conduisit le fauteuil le long de la grande route, où de rares voitures passaient à toute allure. Ils parcoururent une bonne distance pendant que Joao racontait sa vie passée. Il était très étrange d'avoir une telle histoire de vie et de ne pas vouloir continuer. D'après ce que je comprends, tu étais prometteur en tant que spécialiste. Tu as des parents aimants, tu as abandonné toi-même, tu as des relations solides sur lesquelles tu pourrais
Encore construire, et quand tu as été testé, il te fallait juste un peu de persévérance et de patience. Au lieu de cela, tu as décidé de mépriser le monde entier et d'abandonner la vie. Je ne comprends pas quelque chose à cela, dit Juliana en tournant le fauteuil roulant vers l'entrée du garage. Puis elle se pencha et bloqua les roues du fauteuil, s'assurant qu'il était immobile. Juliana retourna sur le trottoir. Joao était complètement perplexe. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Débloque les roues. » Joao commença à s'indigner. « Ne pose même pas la question. Tu veux quitter la vie depuis si longtemps, fais en sorte que ça ressemble à un accident alors. Comme ça, tes parents auront un jour une chance de t'oublier et ne passeront pas le reste de leur vie à se demander ce qu'ils ont fait de mal. De cette façon, l'administration de l'hôpital ne pourra pas se plaindre que je ne me sois pas occupé de toi cette nuit-là, quand ils étaient occupés avec des patients plus difficiles. Si tu veux quitter une vie aussi encourageante, fais-le d'une manière qui ne blessera personne. À cause de ta décision stupide, dit Juliana en s'asseyant sur le trottoir. Tu es folle ? Tu ne vois pas à quelle vitesse les voitures passent. Je vois. C'est pour ça que je t'ai amené ici exprès. Une voiture, la mort, accepte-la avec dignité. Tu es vraiment folle. Je vais le dire au médecin demain, tu seras viré. Non, toi tu devrais aller en prison. Comment oses-tu abuser d'une personne malade comme ça, cria Joao, sa voix tremblant sous le poids de sa fureur. Son visage était rouge, ses veines palpitaient à ses tempes. Il continuait à hurler, chaque mot chargé de rage et de frustration. Mais tout cela n'atteignait pas Juliana. Elle restait là, les bras croisés sur la poitrine, le regard fixé au sol, n'absorbant que des fragments de son éclat. Au milieu de la fureur croissante de Joao, le rugissement d'une voiture approchant se fit entendre. Ses phares déchirèrent la nuit, les enveloppant dans une lumière blanche et crue. Joao plissa les yeux, son attention se détournant un instant de sa colère pour se concentrer sur le danger imminent. Le véhicule fonçait droit sur lui. Pendant une fraction de seconde, le souffle de Joao se coupa. Il se figea, les yeux rivés sur la voiture qui arrivait. Ses doigts se crispèrent. Sur les accoudoirs de son fauteuil roulant, les jointures blanchissant. Son esprit s'emballait, et en un bref instant, toute sa colère et sa rancœur s'évanouirent, remplacées par un pur instinct de survie. « Pas comme ça, s'il te plaît » murmura-t-il, comme une prière à lui-même. Il ferma les yeux. Avec force, comme s'il voulait disparaître, faire disparaître la voiture ou au moins qu'elle le dépasse. Le vent fouettait violemment son visage, secouant le fauteuil roulant. Puis, aussi brusquement que cela avait commencé, le rugissement du moteur s'atténua. Les phares s'éteignirent et disparurent entièrement alors que la voiture faisait un écart, l'évitant de justesse. Le monde sembla s'immobiliser. Joao expira avec difficulté, ouvrant les yeux, le cœur battant toujours dans sa poitrine. Le bruit de la voiture s'évanouit au loin, laissant un silence étrange entre lui et Juliana. « Qu'est-ce que tu en penses ? La mort vient de te frôler, et tes cheveux ont été balayés par le vent de la voiture qui passait à toute vitesse. Comment tu te sens ? Cria Juliana. Tu es folle. À l'instant, j'étais presque mort, et la prochaine fois, ça ne se passera peut-être pas comme ça. Ce sera sur ta conscience, folle. Juliana restait indifférente à sa colère. Elle s'assit simplement au bord du trottoir, regardant cet homme qui, en un instant, était passé d'un état suicidaire à quelqu'un luttant désespérément pour sa vie. Joao, je te propose un marché. Il sera bénéfique pour nous deux. Tu me donnes ta vie inutile. Et tu prends ma mort imminente. Je pense que c'est équitable. Chacun obtient ce qu'il veut. Je ne plaisante pas. Quel genre de piège c'est ? Cria Joao, toujours assis dans son fauteuil, roulant au milieu de la route. Je parle au sens figuré pour te faire comprendre quelque chose d'important. Cela fait presque une demi-heure que nous discutons honnêtement, et tu ne m'as jamais demandé pourquoi je devrais me soucier de toi et écouter tes plaintes. Pendant ce temps, je les ai comparées à ma réalité. Tu veux savoir ? Tu fais juste ton travail.
Je ne suis pas une financière de profession. Je suis né dans une dynastie financière. Cela signifie que je pourrais passer ma vie à compter beaucoup d'argent. C'est vraiment la direction que je prenais jusqu'au jour où j'ai reçu un diagnostic qui a remis toute ma vie en question. Depuis des mois, je me bats de toutes mes forces pour ma vie, en me convainquant à chaque seconde que Dieu entend mes prières et qu'il ne prendra pas ma vie sitôt. J'ai vraiment besoin de la vie. Et si toi, tu n'en veux pas, échangeons nos places, cria Juliana en retour. Désolé, je pensais que tu étais la nouvelle du personnel ici, dit Joao avec un léger rire, essayant d'alléger l'atmosphère. Je compatis pour ta maladie. Je pense que tu perds espoir. Sans raison. Je connais beaucoup de gens qui se sont complètement remis d'un diagnostic incurable. Laisse-moi ce caractère courageux et obstiné qui va sûrement triompher, ajouta-t-il, changeant maintenant de ton pour un plus amical et encourageant. La femme assise en face de lui, Clara, était une patiente de l'hôpital depuis des mois. Diagnostiquée d'une maladie rare et agressive, elle s'était de plus en plus renfermée, convaincue que sa lutte était terminée. Mais Joao n'était pas du genre à abandonner qui que ce soit. Il avait vu sa résilience dans les petites choses, la façon dont elle refusait que les infirmières fassent tout pour elle, la façon dont elle plaisantait encore les jours où elle allait mal. Il y avait un feu en elle, enfoui sous des couches de peur et d'épuisement, que Joao était déterminé à raviver. Clara leva les yeux vers lui, ses yeux fatigués rencontrant les siens. Elle ne sourit pas, mais il y eut un éclat de quelque chose, peut-être de la curiosité, peut-être de l'espoir, qui traversa son visage. Courageuse et têtue, hein, murmura-t-elle, sa voix rauque par le manque d'usage. Tu crois que j'ai ce qu'il faut pour surmonter ça? Je sais que tu l'as, répondit Joao, se penchant légèrement en avant. Tu as déjà traversé tellement de choses, et tu es toujours là. C'est plus de la moitié du combat. Clara soupira, s'appuyant contre la chaise rigide de l'hôpital. Tu ne comprends pas, Joao. Chaque jour ressemble à une montagne. Je suis tellement fatigué de me battre. Et les médecins, ils n'essaient même plus de l'adoucir. Le pronostic est mauvais. Joao hocha la tête, comprenant le poids de ses paroles, mais refusant de laisser la conversation sombrer. Je ne vais pas prétendre savoir exactement ce que tu traverses. Mais je sais que parfois, les médecins peuvent se tromper. Ils sont humains, comme nous. Ils basent leur pronostic sur des statistiques, mais tu n'es pas une statistique. Tu es Clara, là. Courageuse et têtue Clara. Ses lèvres frémirent, presque prête à former un sourire, mais elle se retint. On dirait un de ces posters de motivation qu'ils accrochent dans les couloirs des hôpitaux, dit-elle, sa voix pleine de sarcasme. Mais Joao entendit l'adoucissement dans son ton, la façon subtile dont ses défenses commençaient à tomber. Peut-être bien, admit Joao avec un sourire. Mais ces posters n'ont pas complètement tort. Écoute, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que tu ne devrais pas avoir peur ou être épuisé. Mais je dis que j'ai vu des gens revenir de situations pires. J'ai vu des gens à qui on avait dit qu'ils n'en avaient plus pour un mois, et qui sortaient d'ici des mois plus tard, plus forts que jamais. Le regard de Clara se tourna vers la fenêtre, son expression contemplative. Le soleil de fin d'après-midi éclairait doucement son visage pâle, et pendant un moment, la pièce resta silencieuse. Joao laissa le silence s'installer, ne voulant pas trop pousser, mais sachant aussi que ce moment était important. Tu me dis de me battre, dit-elle enfin, sa voix à peine un murmure. Je te dis de ne pas abandonner, corrigea doucement Joao. Se battre ne veut pas toujours dire gagner la guerre. Parfois, c'est prendre les choses un jour à la fois, choisir d'affronter demain même quand aujourd'hui semble impossible. Et tu as plus de force en toi que tu ne le penses. Clara le regarda, les yeux embués de larmes non versées. Et si je n'y arrive pas? Et si je ne suis pas aussi forte que tu le penses? Tu n'as pas à le faire seul, dit doucement Joao. Tu as toute une équipe de gens ici qui croient en toi. Et même les jours où tu ne te sens pas forte, nous serons forts pour toi. Mais je sais que tu as cet esprit obstiné qui ne te laissera pas reculer.
Pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à parler, Clara laissa échapper un petit rire tremblant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début, une étincelle de vie que Joao n'avait pas vue en elle depuis des semaines. « Tu es vraiment quelque chose, tu sais ça ?» dit-elle en s'essuyant les yeux. « Peut-être que je vais rester juste pour te prouver que tu as raison. C'est tout ce que je demande, répondit Joao avec un sourire. Un jour à la fois. Alors qu'il se levait pour partir, Clara l'appela. « Joao ? » Oui. Il se retourna, plein d'espoir. « Merci, dit-elle, sa voix douce mais sincère. De ne pas avoir abandonné quand j'étais prête à le faire. » Joao hocha la tête, le cœur gonflé à la fois d'espoir et de détermination. « N'importe quand ? Clara. N'importe quand. Eh bien, il semble que c'est l'accord. Es-tu prête à retourner dans ta chambre et à réfléchir à ta position dans la vie ? Idéalement, tu devrais retourner auprès de tes parents et travailler dur. Pour ta santé. J'ai lu ton histoire. Tu as une vraie chance de remarcher, dit Juliana. Joao resta silencieux. Juliana remarqua qu'il réfléchissait à quelque chose d'important, ce qui signifiait que le processus était en cours. Une personne ne peut pas accepter des pensées importantes tout d'un coup. Elle vit avec cette idée pendant quelques jours. Avec ces pensées, elle se leva et se dirigea vers le fauteuil roulant pour le ramener à l'hôpital. Voyant les phares d'une autre voiture foncer vers eux, Juliana se figea un bref instant, son esprit submergé par l'instinct et la peur. Il marchait le long de la route, Joao boitant à ses côtés, ses pas incertains à cause de l'épuisement. La route avait été plutôt calme, avec quelques voitures occasionnelles illuminant la portion assombrie, mais rien de comparable à cela. Cette voiture roulait beaucoup trop vite, ses phares perçant la nuit comme des couteaux, et quelque chose dans sa façon de zigzaguer la perturbait. Son cœur battait fort dans sa poitrine alors qu'elle regardait Joao, dont le visage était pâle de fatigue et d'inquiétude. Tout ce qu'elle avait à faire était de faire quelques mouvements simples pour le guider vers le côté plus sûr de la route, où il pourrait attendre que la voiture passe. Mais la voiture approchait plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Le comportement erratique du conducteur devenait de plus en plus apparent à chaque seconde, comme s'il avait perdu le contrôle. « Joao, bouge !» cria Juliana, lui saisissant le bras et le tirant vers le fossé sur le côté de la route. Au moment où elle le tira, le moteur de la voiture rugit plus fort, et le véhicule vira brusquement. Les phares clignotaient de manière erratique, puis se dirigèrent directement vers eux, les faisceaux aveuglants. La respiration de Juliana se bloqua dans sa gorge. Le temps ralentit. Le poids de la situation l'écrasait, la panique montait. L'espace entre eux et la voiture disparaissait. Trop vite. Elle sentait Joao résister légèrement, son corps réagissant lentement. Maintenant, Joao, hurla-t-elle, sa voix perçant la terreur qui le paralysait. Avec un dernier coup de désespoir, elle le tira hors de la route et vers le fossé. Juste au moment où il trébuchait au sol, le bruit des pneus crissant remplit l'air. Juliana tourna la tête juste à temps pour voir la voiture virer violemment, le conducteur tentant désespérément de reprendre le contrôle. Pendant un instant, il sembla que la voiture allait se redresser, mais ensuite, il y eut le bruit indubitable de métal raclant contre quelque chose de solide. L'accident survint dans un rugissement assourdissant, une collision violente de métal contre métal, suivie d'un long cri perçant des pneus qui sembla durer une éternité. Des étincelles jaillirent alors que la voiture se renversait sur le côté, les phares tourbillonnant sauvagement dans l'obscurité. Juliana couvrit sa tête de ses bras alors que des débris pleuvaient autour d'eux. Les phares, autrefois éblouissants, clignotèrent, puis s'éteignirent complètement, plongeant la route dans l'obscurité à nouveau. Pendant un moment, le seul son était l'écho s'estompant de l'accident et la respiration haletante de Juliana et Joao. Tout semblait suspendu, figé dans le silence étrange qui suivit la destruction. Le cœur de Juliana battait à tout rompre, ses oreilles bourdonnaient encore de l'impact. Elle se redressa lentement, ses mains tremblantes alors qu'elle tendait la main vers Joao. « Ça va ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Joao hocha faiblement la tête,
mais ses yeux étaient écarquillés de choc. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» balbutia-t-il, regardant en arrière vers la voiture accidentée, désormais tordue au milieu de la route. Juliana déglutit difficilement, essayant de calmer sa respiration. « Je ne sais pas, répondit-elle. Encore en train d'essayer de comprendre la scène. La voiture avait disparu dans l'obscurité, une silhouette sombre contre la nuit, et elle pouvait à peine en distinguer la forme maintenant. Son instinct prit le dessus, et sans réfléchir, elle se releva. « Il faut voir s'ils vont bien, dit-elle, sa voix plus ferme maintenant, bien que ses mains tremblaient encore. « Allez, Joao. Il pourrait être blessé. » Joao hésita, toujours sous le choc, mais Juliana lui attrapa le bras, le tirant vers le haut. Ensemble, ils avancèrent vers l'épave. Alors qu'ils s'approchaient, l'odeur de l'essence était lourde dans l'air, et du verre brisé craquait sous leurs pieds. Le cœur de Juliana battait de plus. En plus fort d'appréhension, elle savait que la personne dans cette voiture pouvait être gravement blessée, voire pire. Lorsqu'ils atteignirent enfin le véhicule, Juliana vit que l'avant de la voiture s'était écrasé sous l'impact, son cadre métallique plié à des angles impossibles. Les vitres étaient brisées, et à l'intérieur, le conducteur était affalé sur le volant, inconscient. Du sang coulait sur son front, formant une flaque sur le tableau de bord fissuré. La respiration de Juliana se coupa dans sa gorge, mais elle repoussa la peur. « Joao, appelle une ambulance. » Maintenant, ordonna-t-elle, sa voix ferme malgré la panique qui bouillonnait sous la surface. Joao chercha son téléphone, ses mains tremblantes alors qu'il composait le numéro des secours. Pendant ce temps, Juliana s'accroupit près de la voiture, essayant de mieux voir le conducteur. « Et, vous m'entendez » appela-t-elle, sa voix douce mais pressante. « Nous sommes là pour vous aider. Tenez bon. » Le conducteur ne répondit pas, son corps inerte et immobile. Juliana sentait l'adrénaline monter en elle alors qu'elle vérifiait des signes de vie. Un soulagement l'envahit lorsqu'elle trouva un pouls faible, mais il était à peine perceptible. « Dépêche-toi, Joao » cria-t-elle, son urgence grandissante. Les minutes s'étirèrent dans un silence insupportable, tandis qu'ils attendaient le son des sirènes. Chaque seconde semblait une éternité, le poids de la situation pesant sur eux. Juliana ne pouvait qu'agripper la main du conducteur, offrant un réconfort limité dans l'obscurité, son esprit tourbillonnant de pensées sur ce qui allait se passer. Ensuite, lorsque le son lointain des sirènes déchira enfin la nuit, Juliana expira un souffle qu'elle ne réalisait pas avoir retenu. Les secours arrivaient, mais l'image de la voiture à toute vitesse, de l'accident soudain et de la vie fragile en suspens resterait avec elle bien après la fin de cette nuit. Les sirènes se rapprochèrent, les lumières rouges et bleues clignotant dans l'obscurité. Alors que l'ambulance et les véhicules de police arrivaient, Juliana resta accroupie près d'eux. L'épave, sa main toujours agrippée à celle, molle, du conducteur inconscient. L'odeur de l'essence persistait dans l'air, et la peur d'une explosion la hantait, mais elle refusa de quitter le conducteur avant que les secouristes n'arrivent. Lorsque l'équipe de secours sortit rapidement de l'ambulance, Juliana se leva et recula, leur laissant de l'espace pour travailler. Ils agissaient avec précision, vérifiant les signes vitaux du conducteur, plaçant une minerve et préparant l'extraction de la personne blessée de l'épave. Tordue. L'un des secouristes la regarda. « Vous avez bien fait. Merci d'être resté avec lui, » dit-il, sa voix calme mais concentrée sur sa tâche. Juliana hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. Est-ce qu'il va s'en sortir? C'est difficile à dire pour le moment, mais il est vivant, et c'est le plus important. Nous ferons tout notre possible. Joao apparut à ses côtés, le visage pâle, tenant toujours son téléphone comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Ils sont là, murmura-t-il, comme s'il avait besoin de se rassurer de la réalité. Les policiers commencèrent à prendre des dépositions, posant des questions sur l'accident. Juliana et Joao expliquèrent ce qu'ils avaient vu, les phares, la voiture perdant le contrôle, le bruit assourdissant de la collision. Leurs paroles semblaient lointaines, comme s'ils
raconter quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. Alors que les secouristes chargeaient avec précaution le conducteur sur une civière aidant l'ambulance, Juliana fixa la voiture accidentée. Le métal tordu et le verre brisé étaient des rappels saisissants de la fragilité de la vie, de la façon dont tout pouvait changer en un instant. Lorsque l'ambulance partit enfin, ses sirènes s'estompant au loin, Juliana resta silencieuse sur le bord de la route, Joao à ses côtés. L'adrénaline commençait à retomber, laissant place à une lourde fatigue. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais l'incertitude planait dans l'air. « Allons-y », dit doucement Joao, posant une main sur son épaule. « On ne peut plus rien faire. » Ici, Juliana hocha la tête, son corps épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement. Alors qu'il retournait à la voiture, elle ne pouvait s'empêcher de penser au visage ensanglanté du conducteur, au métal tordu, au chaos de la nuit. Mais plus que cela, elle ne pouvait oublier le pouls qu'elle avait senti sous ses doigts, un signe de vie faible mais obstinée. La vie était fragile, oui. Mais dans cette fragilité, il y avait aussi de la résilience. Et ce soir, elle avait été témoin des deux. Alors qu'ils s'éloignaient, l'obscurité se refermant derrière eux, Juliana savait que les événements de cette nuit resteraient gravés dans son esprit pendant longtemps. Mais elle savait aussi qu'ils avaient fait la différence. Et parfois, face au chaos et à l'incertitude, c'était tout ce que l'on pouvait faire.